Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture d'Anna Karénine, j'en suis au chapitre 3, voilà. Je pense finir la première partie aujourd'hui, je plaisante. Ah, qu'est-ce que je suis drôle. Allez, c'est parti. Chapitre 3. Une fois habillé, Stepan Arkadievitch se parfuma à l'aide d'un vaporisateur, arrangea ses manchettes, fourra machinalement dans ses poches ses cigarettes, son portefeuille, ses allumettes, sa montre dont la double chaîne s'ornait de breloques, chiffonna son mouchoir et se sentit frais, dispos, parfumé et d'une incontestable bonne humeur physique en dépit de son malaise moral. Il se dirigea d'un pas quelque peu sautillant vers la salle à manger où l'attendaient déjà son café et son courrier. Il parcourut les lettres. L'une d'elles, celle d'un négociant avec lequel il était en pourparlers pour une vente de bois dans la propriété de sa femme, le contraria fort. Cette vente était nécessaire, mais tant que la réconciliation n'aurait pas eu lieu, il n'y voulait point songer, répugnant à mêler à cette grave affaire une question d'intérêt. La pensée que sa démarche pourrait être influencée par la nécessité de cette vente lui parut particulièrement odieuse. Après la lecture du courrier, Stepan Arkadievitch tira vers lui ses dossiers, en parcourut 2 à la hâte et y fit quelques annotations avec un gros crayon et, repoussant ses paperasses, se mit enfin à déjeuner. Tout en prenant son café, il déplia son journal, encore humide, et se plongea dans la lecture. Stepan Arkadievitch recevait un de ces journaux de couleur libérale, mais point trop prononcée, qui conviennent à la majorité du public. Bien qu'il ne s'intéressât guère ni à la science, ni à l'art, ni à la politique, il partageait pleinement sur toutes ces questions la manière de voir de son journal et de la majorité. Il ne changeait d'opinion que lorsque la majorité en changeait. Ou plutôt, il n'en changeait point, elle se modifiait en lui imperceptiblement. Stepan Arkadievitch ne choisissait pas plus ses façons de penser que les formes de ses chapeaux ou de ses redingotes. Il les adoptait parce que c'était celles de tout le monde. Comme il vivait dans une société où une certaine activité intellectuelle est considérée comme l'apanage de l'âge mûr, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Au conservatisme que professaient bien des gens de son bord, il préférait, à vrai dire, le libéralisme, non point qu'il trouvât cette tendance plus sensée, mais tout simplement parce qu'elle cadrait mieux avec son genre de vie. Le Parti libéral prétendait que tout allait mal en Russie. Et c'était en effet le cas pour Stepan Arkadievitch, qui avait beaucoup de dettes et peu de ressources. Le Parti libéral proclamait que le mariage, institution caduque, réclame une réforme urgente. Et pour Stepan Arkadievitch, la vie conjugale présentait effectivement peu d'agréments. Elle le contraignait à mentir, à dissimuler, ce qui répugnait à sa nature. Le Parti libéral soutenait, ou plutôt laissait entendre, que la religion était un simple frein aux instincts barbares du populaire. Et Stepan Arkadievitch, qui ne pouvait supporter l'office le plus court sans souffrir des jambes, ne comprenait pas que l'on pût se livrer à des tirades pathétiques sur l'autre monde alors qu'il faisait si bon vivre dans celui-ci. Joignez à cela que Stepan Arkadievitch, d'humeur fort plaisante, s'amusait volontiers à scandaliser les gens tranquilles. Tant qu'à faire parade de ses aïeux, affirmait-il, pourquoi s'en tenir à Rourik et renier le premier ancêtre, le singe? Le libéralisme lui devint donc une habitude. Il aimait son journal comme son cigare après dîner, pour le plaisir de sentir un léger brouillard flotter autour de son cerveau. Il parcourut l'article de fond, lequel démontrait que de notre temps, on avait grand tort de voir dans le radicalisme une menace à tous les éléments conservateurs, et plus encore d'inciter le gouvernement à prendre des mesures pour écraser l'hydre révolutionnaire. À notre avis, au contraire, le danger ne vient point de cette hydre prétendue, mais de l'entêtement traditionnel qui met obstacle à tout progrès, etc., etc. Il parcourut également un autre article dont l'auteur traitait de finances, citait Bentham et Mill et lançait des pointes au ministère. Son esprit prompt et subtil lui permettait de saisir chacune de ces allusions, de deviner d'où elles partaient et à qui elles s'adressaient, ce qui lui causait un certain plaisir.
Mais aujourd'hui, ce plaisir était gâté par le souvenir des conseils de Matrone Filimonovna, par le sentiment que tout n'allait pas pour le mieux dans la maison. Il apprit encore qu'on croyait le comte de Buzz parti pour Wiesbaden, qu'il n'existait plus de cheveux gris, qu'on vendait un coupé, qu'une jeune personne cherchait une place, mais ces nouvelles ne lui procurèrent pas la douce satisfaction quelque peu ironique qu'elles lui procuraient d'ordinaire. Quand il eut terminé sa lecture et absorbé une seconde tasse de café avec une brioche beurrée, il se leva, secoua les miettes qui s'étaient attachées à son gilet, redressa sa large poitrine et sourit de plaisir. Ce sourire béat, signe d'une excellente digestion plutôt que d'un état particulièrement joyeux, lui remit toute chose en mémoire et il se prit à réfléchir. 2 jeunes voix se firent entendre derrière la porte. Stepan Arkadievitch reconnut celle de Grisha, son fils cadet, et de Tania, sa fille aînée. Les enfants avaient renversé un objet qu'ils s'amusaient à traîner. « J'avais bien dit qu'il ne fallait pas mettre de voyageurs sur l'impériale » criait la petite fille en anglais. « Ramasse-les maintenant !» « Tout va de travers » se dit Stepan Arkadievitch. « Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. » Il s'approcha de la porte pour les appeler. Abandonnant la boîte qui leur représentait un train, les petits accoururent. Tania entra hardiment et se précipita au cou de son père dont elle était la favorite, s'amusant à respirer le parfum bien connu qu'exhalaient ses favoris. Quand elle eut enfin baisé à son aise ce visage empourpré par la pose inclinée et rayonnant de tendresse, l'enfant détacha ses bras et voulut s'enfuir. Mais le père la retint. « Que fait maman ?» demanda-t-il en caressant le cou blanc et délicat de sa fille. « Bonjour » ajouta-t-il à l'adresse du petit garçon qui le saluait à son tour. Il s'avouait qu'il aimait moins son fils et tâchait de tenir la balance égale, mais Grisha sentait la différence. Aussi ne répondit-il point au sourire contraint de son père. « Maman, elle est levée » répondit la petite. Stepan Arkadievitch soupira. « Elle a de nouveau passé une nuit blanche » songea-t-il. Est-elle gaie ? La petite fille savait que son père et sa mère étaient en froid. Sa maman ne pouvait donc être gaie. Son père ne l'ignorait point et dissimulait en lui faisant cette question d'un ton léger. Elle rougit pour son père. Celui-ci l'a compris et rougit à son tour. « Je ne sais pas, dit-elle. Elle ne veut pas que nous prenions nos leçons ce matin et nous envoie avec Miss Hull chez grand-maman. »« Eh bien, vas-y, ma Tania. » Un moment, ajouta-t-il en la retenant et en caressant sa petite main potelée. Il chercha sur la cheminée une boîte de bonbons qu'il y avait placée la veille. Il lui donna 2 bonbons en ayant soin de choisir ceux qu'elle préférait. Un au chocolat, un autre à la crème. « Celui-là est pour Grisha » fit-elle en désignant le bonbon au chocolat. « Oui, oui. » Après une dernière caresse à ses petites épaules, un baiser sur ses cheveux et son cou, il la laissa partir. « La voiture est avancée » vint annoncer Mathieu. « Et il y a une solliciteuse » ajouta-t-il. « Depuis longtemps » s'informa Stepan Arkadievitch. « Une petite demi-heure. » « Combien de fois ne t'ai-je pas ordonné de me prévenir immédiatement ? Il faut pourtant vous donner le temps de déjeuner, rétorqua Mathieu, d'un ton si amicalement bourru qu'il eût été vain de se fâcher. « Ah bien, fais-la vite entrer » se contenta de dire Oblonsky en fronçant le sourcil. La solliciteuse, épouse d'un certain capitaine Kalinine, demandait une chose impossible et qui n'avait pas le sens commun. Mais, fidèle à ses habitudes aimables, Stepan Arkadievitch la fit asseoir, l'écouta sans l'interrompre, lui indiqua longuement la marche à suivre et lui écrivit même de sa belle écriture large et bien nette un billet fort alerte pour la personne qui pouvait lui venir en aide. Après avoir congédié l'épouse du capitaine, Stepan Arkadievitch prit son chapeau et s'arrêta en se demandant s'il n'oubliait pas quelque chose. Il n'avait oublié que ce qu'il souhaitait d'oublier, sa femme. Ah oui, il baissa la tête, en proie à l'anxiété. Faut-il ou ne faut-il pas y aller ? Se demandait-il. Une voix intérieure lui disait qu'il valait mieux s'abstenir, qu'il allait se mettre dans une situation fausse, qu'un raccommodement était impossible. Pouvait-il la rendre attrayante comme autrefois ? Pouvait-il se faire vieux et incapable d'aimer ? Non, à l'heure actuelle, il n'y avait à attendre de pareilles démarches que fausseté et mensonge. Et la fausseté, comme le mensonge, répugnait à sa nature. Cependant, il faudra bien en venir là. Les choses ne peuvent rester ainsi, conclut-il en essayant de se donner du courage. Il se redressa, prit une cigarette dans son étui, l'alluma, en tira 2 bouffées, la rejeta dans un cendrier de nacre,
traversa le salon à grands pas et ouvrit la porte qui donnait dans la chambre de sa femme. Chapitre 4. Dans un pêle-mêle d'objets jetés à terre, Daria Alexandrovna, en négligé, vidait les tiroirs d'un chiffonnier. Des tresses hâtives retenaient sur la nuque sa chevelure, qui avait été belle mais devenait de plus en plus rare, et la maigreur de son visage dévasté par le chagrin faisait étrangement ressortir ses grands yeux effarouchés. Quand elle entendit le pas de son mari, elle s'arrêta un instant, le regard tourné vers la porte, et s'efforça de prendre un air sévère et méprisant. Elle se rendait compte qu'elle redoutait son mari et cette entrevue. Pour la 10e fois depuis 3 jours, elle se reconnaissait impuissante à réunir ses effets et ceux de ses enfants pour se réfugier chez sa mère. Pour la 10e fois, cependant, elle se disait qu'elle devait entreprendre quelque chose, punir l'infidèle, l'humilier, lui rendre une faible partie du mal qu'il lui avait causé. Mais tout en se répétant qu'elle le quitterait, elle sentait qu'elle n'en ferait rien, car elle ne pouvait se désaccoutumer de l'aimer, de le considérer comme son mari. D'ailleurs, elle savouait que si dans sa propre maison, elle avait grand-peine à venir à bout de ses 5 enfants, ce serait bien pile là où elle comptait les mener. Un bouillon tourné avait rendu le petit malade et les autres avaient failli ne pas dîner la veille. Elle comprenait donc qu'elle n'aurait jamais le courage de partir, mais elle cherchait à se donner le change en rassemblant ses affaires. En apercevant son mari, elle se reprit à fouiller ses tiroirs et ne leva la tête que lorsqu'il fut tout près d'elle. Alors, au lieu de l'air sévère et résolu qu'elle comptait lui opposer, elle lui montra un visage ravagé par la souffrance et l'indécision. « Dolly !» dit-il d'une voix sourde, la tête rentrée dans les épaules. Il affectait des façons pitoyables et soumises qui ne cadraient guère avec son extérieur brillant de santé. D'un rapide coup d'œil, elle l'enveloppa des pieds à la tête et put constater la fraîcheur parfaite, rayonnante qui émanait de tout son être. « Mais il est heureux et content, songea-t-elle, tandis que moi... » Et cette affreuse bonhomie qui le fait chérir de tout le monde comme je la déteste. Sa bouche se contracta et sur son visage pâle et nerveux, un muscle de la joue droite frissonna. « Que me voulez-vous » demanda-t-elle sèchement d'une voix de poitrine qu'elle ne se connaissait pas. « Dolly » répéta-t-il avec un tremblement dans la voix. « Anna arrive aujourd'hui. »« Que m'importe » s'écria-t-elle. « Je ne puis la recevoir. »« Mais Dolly, il faudrait pourtant... Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en » cria-t-elle sans le regarder comme si ce cri lui était arraché par une douleur physique. Loin de sa femme, Stepan Arkadievitch avait pu garder son calme, espérer que tout se tasserait, selon le mot de Matthieu, lire tranquillement son journal et prendre non moins tranquillement son café. Mais quand il vit ce visage bouleversé, quand il perçut ce son de voix résignée, désespérée, sa respiration s'arrêta. Quelque chose lui monta au gosier, des larmes perlèrent à ses yeux. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Dolly, au nom du ciel, vois-tu, je... » Il ne put continuer. Un sanglot le prit à la gorge. Elle ferma violemment le chiffonnier et se tourna vers lui. « Dolly, que puis-je te dire ? Un seul mot ? Pardonne-moi. Rappelle tes souvenirs. 9 années de ma vie ne peuvent-elles racheter une minute ? Les yeux baissés, elle l'écoutait avidement et semblait le conjurer de la convaincre. « 1 minute d'entraînement !» prononça-t-il enfin et il voulut continuer. Mais le mot l'avait blessé. De nouveau ses lèvres se contractèrent, de nouveau les muscles de sa joue droite tressaillirent. « Allez-vous-en » cria-t-elle de plus en plus excitée. « Ne me parlez point de vos entraînements, de vos vilainies. » Elle voulut sortir, mais faillit choir et dut s'appuyer au dossier d'une chaise. Le visage d'Oblonsky se dilata, ses lèvres se gonflèrent, ses yeux se remplirent de larmes. « Dolly, supplia-t-il déjà sanglotant, au nom du ciel, songe aux enfants. Ils ne sont pas coupables, il n'y a que moi de coupable. Punis-moi, dis-moi comment je puis expier. Je suis prêt à tout. Oui, je suis coupable, très coupable. Je ne trouve pas de mots pour exprimer mon repentir. Pardonne-moi, Dolly, je t'en conjure. » Elle s'assit. Il écoutait avec un sentiment de pitié infinie cette respiration courte et oppressée. Plusieurs fois, elle essaya de parler sans y parvenir. Il attendait. « Tu songes aux enfants quand il te prend envie de jouer avec eux ?» put-elle enfin proférer. « Mais moi, j'y songe sans cesse et je sais que les voilà perdus sans retour. » C'était là sans doute une des phrases qu'elle s'était maintes et maintes fois répétées au cours de ces 3 jours. Elle lui avait dit « tu ». Il la regarda avec reconnaissance et fit un mouvement pour prendre sa main, mais elle le repoussa d'un geste de dégoût.
Je songe aux enfants et ferai tout au monde pour les sauver. Mais je ne sais encore ce qui vaut mieux pour eux, les emmener loin de leur père ou les laisser auprès d'un débauché. Voyons, après ce qui s'est passé, dites-moi s'il est possible que nous vivions ensemble. Est-ce possible? Répondez donc, voyons, est-ce possible? Répéta-t-elle en haussant la voix. Lorsque mon mari, le père de mes enfants, entretient une liaison avec leur institutrice, mais que faire? Que faire? Demanda-t-il d'une voix dolente, ne sachant trop ce qu'il disait et baissant de plus en plus la tête. Vous me répugnez, vous me révoltez, s'écria-t-elle au comble de l'irritation. Vos larmes ne sont que de l'eau, vous me dégoûtez, vous me faites horreur. Vous ne m'êtes plus qu'un étranger. Oui, un étranger, répéta-t-elle en appuyant avec un emportement douloureux sur ce mot fatal qu'elle jugeait effroyable. Il leva les yeux sur elle. Sa physionomie courroucée le surprit et l'effraya. La commisération qu'il lui témoignait exaspérait Dolly. Qu'avait-elle besoin de pitié quand elle attendait de l'amour? Mais il ne le comprit pas. Non, se dit-il, elle me hait, elle ne me pardonnera jamais. C'est terrible, terrible, murmura-t-il. À ce moment, un des enfants, qui avait sans doute fait une chute, se mit à pleurer dans la chambre voisine. Darya Alexandrovna tendit l'oreille et son visage s'adoucit. Elle parut revenir à elle, hésita quelques instants, puis, brusquement dressée, se dirigea vers la porte. Elle aime pourtant mon enfant, songea-t-il. Comment alors peut-elle me haïr? Dolly, encore un mot, insista-t-il en la suivant. Si vous me suivez, j'appelle les domestiques. Les enfants, qu'ils soient tous témoins de votre infamie. Je pars aujourd'hui, je vous laisse la place libre. Installez ici votre maîtresse. Elle sortit en fermant violemment la porte. Stéphane Arkadievitch soupira, s'essuya la figure et se dirigea à pas lents vers la porte. Mathieu prétend que cela se tassera, mais je ne vois vraiment pas comment. Ah, quelle horreur! Quelle façon vulgaire elle a vraiment, se disait-il en se rappelant son cri ainsi que les mots infamie et maîtresse, pourvu que les petites n'aient rien entendu. Oui, tout cela est trop trivial. Il s'arrêta un moment, s'essuya les yeux, soupira, se redressa et sortit. C'était un vendredi. Dans la salle à manger, l'horloger, un Allemand, remontait la pendule. Stéphane Arkadievitch se rappela que, frappé par la régularité de cet homme chauve, il s'était écrié un jour que l'Allemand avait été créé et mis au monde pour remonter les pendules sa vie durant. Le souvenir de cette plaisanterie le fit sourire. Une bonne plaisanterie ne le laissait jamais indifférent. Après tout, peut-être que cela se tassera. Le mot est joli d'ailleurs, il faudra le placer. Mathieu, cria-t-il, et quand celui-ci eut fait son apparition, Matrone et moi, ordonna-t-il, vous aurez soin de préparer le petit salon pour Matrone et toi. Ordonna-t-il, vous aurez soin de préparer le petit salon pour l'arrivée d'Anna Arkadievna. Bien, monsieur. Stéphane Arkadievitch mit sa pelisse et gagna la sortie, suivi de Mathieu. Monsieur ne dînera pas à la maison sans qui le fidèle serviteur? Cela dépend. Tiens, voici pour la dépense, dit Oblonsky en tirant de son portefeuille un billet de 10 roubles. Est-ce assez? Assez ou pas assez, faudra bien qu'on s'arrange, répliqua Mathieu en fermant la portière. Cependant, Darya Alexandrovna avait consolé l'enfant. Avertie du départ de son mari par le bruit que fit la voiture en s'éloignant, elle s'empressa de regagner sa chambre, son seul refuge contre les tracas domestiques. Pendant cette courte échappée, l'Anglaise et Matrone Filimonovna ne l'avaient-elle point accablée de questions pressantes et qu'elle seule pouvait résoudre? Quels vêtements fallait-il mettre aux enfants pour la promenade? Devait-on leur donner du lait? Fallait-il se mettre en quête d'un autre cuisinier? « Ah, laissez-moi tranquille » avait-elle dit. Et revenue à la place où s'était déroulé l'entretien avec son mari, elle en repassait maintenant les détails dans sa mémoire, serrant l'une contre l'autre ses mains décharnées dont les doigts ne retenaient plus les bagues. Il est parti, mais a-t-il rompu avec elle? Se peut-il qu'il la voie encore? Pourquoi ne lui ai-je pas demandé? Non, impossible de reprendre la vie commune. Si même nous restons sous le même toit, nous n'en serons pas moins des étrangers. Oui, des étrangers pour toujours, répéta-t-elle en insistant avec une énergie particulière sur ce mot fatal. Et pourtant, comme je l'aimais, mon Dieu, comme je l'aimais. Comme je l'aimais? Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, je ne l'aime pas encore et peut-être même davantage? Ce qu'il y a de plus dur, c'est... L'entrée de Matrone Filimonovna interrompit ses réflexions.
Ordonnez au moins qu'on aille chercher mon frère, dit celle-ci. Il fera le dîner, sinon ce sera comme hier et les enfants n'auront pas mangé à 6 heures. C'est bon, je vais venir et donner des ordres. A-t-on fait chercher du lait frais ? Daria Alexandrovna se plongea dans la routine quotidienne et s'y noya pour un moment. Chapitre 5. Grâce à 2 dons naturels, Stepan Arkadievitch avait fait de bonnes études, mais paresseux et dissipé, il était sorti du collège dans un mauvais rang. Néanmoins, malgré son genre de vie dissolu, son grade médiocre, son âge peu avancé, il occupait un poste important et bien rémunéré, celui de président de section dans une administration publique de Moscou. Il devait cet emploi à la protection du mari de sa sœur Anna, Alexis Alexandrovitch Karénine, un des pivots du ministère dont dépendait l'administration en question. Mais, à défaut de son beau-frère, une bonne centaine d'autres personnes, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, auraient procuré à Stiva Oblonsky cette place ou quelque autre du même genre, ainsi que les 6 000 roubles d'appointement dont il avait besoin pour joindre les 2 bouts, en dépit de la fortune assez considérable de sa femme. Stepan Arkadievitch comptait la moitié de Moscou et de Pétersbourg dans sa parenté ou dans ses relations. Il était né parmi les puissants de ce monde, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Un tiers des personnages influents, gens âgés, anciens camarades de son père, l'avaient connu en brassière. Le second tiers le tutoyait. Les autres étaient gens de connaissance. Par conséquent, les dispensateurs des biens de la terre sous forme d'emplois, de fermes, de concessions, etc., étant tous de ses amis, il n'aurait eu garde de négliger un des leurs. Il ne se donna donc pas grand-peine pour obtenir une situation avantageuse. On lui demandait seulement de ne se montrer ni cassant, ni jaloux, ni emporté, ni susceptible, défaut d'ailleurs bien incompatible avec sa bonté naturelle. Il lui trouvait plaisant qu'on lui refusât la place et le traitement dont il avait besoin. Qu'exigeait-il de si extraordinaire ? Un emploi comme on en obtenait autour de lui les gens de son âge, comme en obtenaient autour de lui les gens de son âge et de son monde, et qu'il se sentait capable de remplir aussi bien que quiconque. On n'aimait pas seulement Stepan Arkadievitch à cause de son aimable caractère et de son incontestable loyauté. Son extérieur séduisant, ses yeux vifs, ses sourcils et ses cheveux noirs, son teint d'un rose laiteux, bref, toute sa personne exhalait je ne sais quel charme physique qui mettait les cœurs en joie et les emportait vers lui irrésistiblement. « Ah bah Stiva Oblonsky, le voilà donc !» s'écriait-on presque toujours avec un sourire joyeux quand on le rencontrait. La rencontre avait beau ne laisser que des souvenirs plutôt vagues, on se réjouissait tout autant de le revoir le lendemain ou le surlendemain. Depuis tantôt 3 ans qu'il occupait à Moscou sa haute fonction, Stepan Arkadievitch s'était acquis non seulement l'amitié, mais encore la considération de ses collègues et de toutes les personnes qui avaient affaire à lui. Les qualités qui lui valaient cette estime générale étaient, tout d'abord, une extrême indulgence envers ses semblables fondée sur le sentiment de ses propres défauts. En second lieu, un libéralisme absolu, non pas celui dont ses journaux exposait les principes, mais un libéralisme inné qui lui faisait traiter tout le monde sur un pied d'égalité, sans aucun égard pour le rang ou la fortune. Enfin, et surtout, une parfaite indifférence pour les affaires dont il s'occupait, ce qui lui permettait de ne point se passionner et par conséquent de ne point commettre d'erreurs. Dès son arrivée au bureau, Stepan Arkadievitch, accompagné à distance respectueuse par l'huissier qui s'était emparé de sa serviette, se rendit dans son cabinet pour y revêtir l'uniforme et passa dans la salle du conseil. Les employés se levèrent et le saluèrent avec une affabilité différente. Stepan Arkadievitch se hâta, comme toujours, de gagner sa place et s'assit après avoir serré la main aux autres membres du conseil. Il causa et plaisanta avec eux autant que l'exigeaient les convenances, puis il ouvrit la séance. Personne ne savait comme lui tempérer le ton officiel par cette bonhomie, cette simplicité qui rend si agréable l'expédition des affaires. D'un air dégagé, mais respectueux, commun à tous ceux qui avaient le bonheur de servir sous ses ordres, le secrétaire s'approcha de Stepan Arkadievitch, lui présenta des papiers et lui adressa la parole sur le ton familier et libéral qu'il avait mis en usage. « Nous sommes enfin parvenus à obtenir les renseignements demandés au conseil provincial de Penza. Si vous le permettez, les voici.
« Enfin, vous les avez » proféra Stepan Arkadievitch en posant un doigt dessus. « Eh bien, messieurs » et la séance commença. S'il pouvait se douter, pensait-il, les yeux rieurs, tout en penchant la tête d'un air important pour écouter le rapport, quelle mine de gamin prise en faute avait tout à l'heure leur président. La séance ne devait être interrompue qu'à 2 heures pour le déjeuner. 2 heures n'avaient pas encore sonné lorsque la grande porte vitrée de la salle s'ouvrit et quelqu'un entra. Heureux de la diversion, tous les membres du conseil, ceux qui siégeaient sous le portrait de l'empereur comme ceux que cachait à demi le miroir de justice, tournèrent la tête de ce côté, mais l'huissier de service fit aussitôt sortir l'intrus et ferma la porte derrière lui. Quand la lecture du rapport fut terminée, Stepan Arkadievitch s'étira, se leva et, sacrifiant le libéralisme de l'époque, osa prendre une cigarette en pleine salle du conseil. Puis il passa dans son cabinet, suivi de 2 collègues, un vieux routier, Nikitine, et un jeune gentilhomme de la chambre, Grinevitch. « Nous aurons le temps de terminer après déjeuner » déclara Stepan Arkadievitch. « Certainement » confirma Nikitine. « Ce doit être un joli coquin que ce Fomin » dit Grinevitch, faisant allusion à l'un des personnages de l'affaire. Par son silence et une moue significative, Stepan Arkadievitch fit entendre à Grinevitch l'inconvenance des jugements anticipés. « Qui donc est entré dans la salle » demanda-t-il à l'huissier. « Quelqu'un qui vous demandait, qui m'a glissé dans les mains pendant que j'avais le dos tourné. Mais je lui ai dit « Veuillez attendre que ces messieurs sortent. Où est-il » ? Probablement dans le vestibule, car il était là tout à l'heure. « Tenez, le voilà » ajouta l'huissier en désignant un beau gaillard aux larges épaules et à la barbe frisée, qui, sans se donner la peine d'ôter son bonnet de fourrure, prenait d'assaut l'escalier de pierre dont les collègues de Stepan Arkadievitch, serviette sous le bras, descendaient en ce moment les marches usées. L'un d'eux, personnage d'une maigreur extrême, s'arrêta, considéra sans la moindre aménité les jambes du grimpeur et se retourna pour interroger de regard Oblonsky, debout, au haut de l'escalier, et dont la face rayonnante, rehaussée par le collet brodé de l'uniforme, s'épanouit encore davantage quand il eut reconnu l'arrivant. « C'est bien lui, Lévin, enfin !» s'écria-t-il en le gratifiant d'un sourire affectueux bien que narquois. « Comment, tu ne fais pas le dégoûter et tu viens me chercher dans ce mauvais lieu ?» continua Stepan Arkadievitch qui, non content de serrer la main de son ami, lui donna encore l'accolade. « Depuis quand es-tu ici ?»« J'arrive et j'avais hâte de te voir » répondit Lévin en promenant autour de lui des regards méfiants et effarouchés. « Eh bien, viens dans mon cabinet » dit Stepan Arkadievitch qui connaissait la timidité farouche de son ami. Et le prenant par le bras, il l'entraîna à sa suite comme pour lui faire franchir un passage difficile. Stepan Arkadievitch tutoyait presque toutes ses connaissances. Des vieillards de 60 ans, des jeunes gens de 20, des acteurs, des ministres, des négociants, des aides de camp de l'empereur, et bien des personnes ainsi tutoyées aux 2 bouts de l'échelle sociale eussent été fort surprises d'apprendre qu'il y avait, grâce à Oblonsky, un point de contact entre elles. Il tutoyait tous ceux avec qui il sablait le champagne, autrement dit tout le monde. Mais quand il rencontrait un de ses tutoyés peu flatteurs en présence de ses subordonnés, il avait le tact de soustraire ceci à une impression désagréable. Bien que Lévin n'appartint certes pas à cette catégorie, il croyait peut-être que son ami ne tenait point à le traiter devant ses inférieurs sur un pied d'intimité. Avec son savoir-vivre habituel, Oblonsky s'en était aussitôt rendu compte. Voilà pourquoi il l'avait entraîné dans son cabinet. Lévin et Oblonsky avaient à peu près le même âge, et leur tutoiement marquait autre chose qu'un compagnonnage de table. Camarades d'adolescence, ils s'aimaient, malgré la différence de leur caractère et de leur goût, comme s'aiment des amis qui se sont liés dès la prime jeunesse. Néanmoins, ainsi qu'il arrive souvent à des gens qui ont embrassé des professions différentes, chacun d'eux, tout en approuvant par le raisonnement la carrière de son ami, la méprisait au fond de l'âme. Chacun d'eux tenait la vie qu'il menait pour la seule vie réelle, et celle que menait son ami pour un pur mirage. À la vue de Lévin, Oblonsky ne pouvait jamais retenir un léger sourire ironique. Combien de fois ne l'avait-il pas vu arriver de la campagne où il s'adonnait à des travaux dont Stepan Arkadievitch ignorait au juste la nature et qui d'ailleurs ne l'intéressaient guère. Toujours Lévin apparaissait en proie à une hâte fébrile, un peu pâteau et gêné de l'être. Et presque toujours il apportait des vues nouvelles et imprévues sur la vie et les choses. Ces façons amusaient fort Stepan Arkadievitch.
De son côté, Lévin méprisait le genre de vie, par trop citadin de son ami, et ne prenait pas au sérieux ses occupations officielles. Chacun riait donc de l'autre. Mais comme Oblonsky suivait la loi commune, son rire était allègre et bon enfant, celui de Lévin, hésitant et quelque peu jaune. « Il y a longtemps que nous t'attendons, dit Stepan Arkadievitch en pénétrant dans son cabinet et en lâchant le bras de Lévin comme pour lui prouver qu'ici tout danger cessait. « Je suis très heureux de te voir, continua-t-il. Eh bien, comment vas-tu? Que fais-tu? Quand es-tu arrivé ?» Lévin considérait en silence les deux collègues d'Oblonsky qui n'étaient point de ses connaissances. Les mains de l'élégant Grinevitch, ses doigts blancs et effilés, ses ongles longs, jaunes et recourbés du bout, ses énormes boutons de manchette absorbaient notamment son attention et l'empêchaient de rassembler ses idées. Oblonsky s'en aperçut et sourit. « Ah oui, c'est vrai. Permettez-moi, messieurs, de vous faire connaissance. Mes collègues Philippe Ivanovitch Nikitin, Michel Stanislavitch Grinevitch, et se tournant vers Lévin, un homme nouveau, un homme de la terre, un des piliers du Smetsvo, un athlète qui enlève 150 livres d'une main, un grand éleveur, un grand chasseur et, qui plus est, mon ami, Konstantin Dimitrievitch Lévin, le frère de Serge Ivanovitch Kosnichev. « Enchanté, dit le petit vieux. « J'ai l'honneur de connaître votre frère, dit Grinevitch, en lui tendant une de ses belles mains. Le visage de Lévin se rembrunit. Il serra froidement la main qu'on lui tendait et se tourna vers Oblonsky. Bien qu'il respectât fort son demi-frère, écrivain connu de toute la Russie, il n'aimait guère qu'on s'adressât à lui, non comme à Konstantin Lévin, mais comme au frère du célèbre Kosnichev. « Non, je ne m'occupe plus du tout du Zemstvo. Je me suis brouillé avec tous mes collègues et n'assiste plus aux sessions, dit-il en s'adressant à Oblonsky. « Cela s'est fait bien vite, dit celui-ci en souriant. Mais comment, pourquoi ?»« C'est une longue histoire. Je te la raconterai un jour, répondit Lévin, ce qui ne l'empêcha pas de la raconter aussitôt. Pour être bref, commença-t-il du ton d'un homme offensé, je me suis convaincu que cette institution ne rimait à rien et qu'il n'en pouvait être autrement. D'une part, c'est un joujou. On joue au Parlement. Or, je ne suis ni assez jeune ni assez vieux pour me divertir de la sorte. D'autre part, c'est... » Il hésita. « C'est un moyen pour la coterie du district de gagner quelques sous. Autrefois, il y avait les tutelles, les tribunaux. Maintenant, il y a le Zemstvo. Autrefois, on prenait des pots de vin. Aujourd'hui, on touche des appointements sans les gagner. » Il proféra cette tirade d'un ton véhément comme s'il redoutait la contradiction. « Eh, te voilà, il me semble, dans une nouvelle phase, tu deviens conservateur, dit Stepan Arkadievitch. Mais nous en reparlerons plus tard. »« Oui, c'est cela, plus tard. J'avais grand besoin de te voir, dit Lévin, dont le regard chargé de haine ne pouvait se détacher de la main de Grinevitch. » Stepan Arkadievitch sourit imperceptiblement. « Et toi qui ne voulais plus t'habiller à l'européenne, s'exclama-t-il en examinant le costume neuf de son ami, œuvre évidente d'un tailleur français. Décidément, c'est une nouvelle phase. » Lévin rougit subitement, non comme un homme mûr qui ne s'en aperçoit pas, mais comme un jeune garçon que sa timidité rend ridicule, qui le sent et n'en rougit que davantage jusqu'à verser des larmes. Cette pourpre enfantine donnait à son visage intelligent et mâle un air si étrange qu'Oblonsky détourna le regard. « Mais où donc nous verrons-nous? J'ai grand besoin de te parler, dit enfin Lévin. » Oblonsky réfléchit un instant. « Veux-tu que nous déjeunions chez Gourine? Nous y causerons tranquillement. Je suis libre jusqu'à 3 heures. »« Non, répondit Lévin après un moment de réflexion. J'ai encore une course à faire. »« Alors dînons ensemble. »« Dîner? Mais je n'ai rien de spécial à te dire. 2 mots seulement, une question à te poser. Nous causerons plus tard à loisir. » Dans ce cas, dis-les tout de suite tes 2 mots et nous bavarderons pendant le dîner. Eh bien, les voici. Ils n'ont d'ailleurs rien de particulier. Son visage prit soudain une expression méchante, résultat de l'effort qu'il faisait pour vaincre cette timidité. Que font les Sterbatsky? Tout va-t-il comme par le passé? Stepan Arkadievitch savait depuis longtemps que Lévin était amoureux de sa belle-sœur Kitty. Il esquissa un sourire et ses yeux brillèrent gaiement. Tu as dit 2 mots, mais je ne puis te répondre de même parce que... Excuse-moi un instant. Le secrétaire entra à ce moment-là, toujours respectueusement familier, mais convaincu, comme tous les secrétaires, de sa supériorité en affaires sur son chef. Il présenta des papiers à Oblonsky et, sous forme d'une question, lui soumit une difficulté quelconque. Sans le laisser achever, Stepan Arkadievitch lui posa amicalement la main sur le bras.
Non, faites comme je vous l'ai demandé, dit-il en adoucissant son observation d'un sourire. Et après avoir brièvement expliqué comment il comprenait l'affaire, il conclut en repoussant les papiers. C'est entendu, n'est-ce pas, Zacharie Nikititch. Le secrétaire s'éloigna, confus. Pendant cette petite conférence, qu'il écouta avec une attention ironique, les deux mains appuyées au dossier d'une chaise, Levin avait eu le temps de se remettre. « Je ne comprends pas, non, je ne comprends pas, dit-il. »« Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» demanda Oblonsky, toujours souriant, cherchant une cigarette. Il s'attendait à une sortie quelconque de Levin. « Je ne comprends pas ce que vous faites ici, » répondit celui-ci en haussant les épaules. « Comment peux-tu prendre tout cela au sérieux ?»« Pourquoi ? Parce que ça ne rime à rien. » « Tu crois ? Nous sommes pourtant surchargés de besogne, belle besogne, dégriffonnage. Mais c'est vrai, tu as toujours eu un don spécial pour ces choses-là. Tu veux dire qu'il me manque quelque chose ? Peut-être bien. Cependant, je ne puis me défendre d'admirer ta belle prestance et suis fier d'avoir pour ami un homme aussi important. En attendant, tu n'as pas répondu à ma question, ajouta-t-il en faisant un effort désespéré pour regarder Oblonsky en face. Allons, allons, tu y viendras aussi, tôt ou tard. Tu as beau posséder 3000 hectares dans le district de Karazine, des muscles de fer et la fraîcheur d'une gamine de 12 ans, tu finiras par y venir. Quant à ce que tu me demandes, il n'y a pas de changement, mais tu as eu tort de tarder si longtemps. Pourquoi ? Demanda Levin effrayé. Parce que, répondit Oblonsky, nous en reparlerons. Mais au fait, quel bon vent t'amène ? De cela aussi nous reparlerons plus tard, dit Levin en rougissant de nouveau jusqu'aux oreilles. C'est bien, je comprends, dit Stepan Arkadievitch. Je t'aurais bien prié de venir dîner à la maison, mais ma femme est souffrante. Si tu veux les voir, tu les trouveras de 4 à 5 au jardin zoologique. Kitty patine. Kitty patine. Vas-y, je t'y rejoindrai et nous dînerons quelque part ensemble. Parfait, alors au revoir. Fais attention, je te connais, hein. Tu es bien capable d'oublier ou de repartir subitement pour la campagne, s'écria en riant Stepan Arkadievitch. Non, non, je viendrai sans faute. Levin passait déjà la porte du cabinet quand il s'aperçut qu'il avait oublié de prendre congé des collègues d'Oblonsky. Ce doit être un gaillard énergique, dit Krinevitch quand Levin fut sorti. Oui, mon cher, ce garçon-là est né coiffé, répondit Oblonsky en hochant la tête. 3000 hectares dans le district de Karazine. Quel avenir, quelle fraîcheur. Il a plus de chance que nous. Vous n'avez guère à vous plaindre pour votre part. Si, tout va mal, très mal, rétorqua Stepan Arkadievitch en poussant un profond soupir. Et c'est la fin du chapitre 5 et ça sera la fin aussi de cette lecture. Voilà. Le ciel s'est considérablement assombri. Mais on avance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je n'ai pas de poème. Pas de poème, que du théâtre avec moi. Et je vais pas vous lire ça. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Faites attention à vous. À bientôt.